Il la gifla violemment et hurla « Dégage d'ici, espèce de traînée !» Il se moqua d'elle tout en la poussant vers le vieux taxi. « La loi, c'est moi, pas toi. » Mais ce que l'officier corrompu ignorait, c'est que cette femme humiliée était la magistrate fédérale la plus puissante du pays. Et lorsqu'il le découvrit, il était déjà trop tard. Le soleil de midi tombait en plomb sur l'immensité d'asphalte de la vallée de la Loire, transformant la route nationale en un parking de béton brûlant. À l'intérieur de la vieille Renault 4, l'air était dense, presque irrespirable, un mélange de gaz d'échappement et de chaleur humaine qui s'accumulait comme dans un four de boulangerie. Valérie Méné, assise sur la banquette arrière, sentait une goutte de sueur couler lentement le long de sa tempe, se perdant dans le col de son t-shirt blanc en coton. Elle portait un jean délavé qui avait connu des jours meilleurs et une paire de sandales simples qui laissaient voir ses pieds fatigués. À première vue, personne ne pourrait deviner qui elle était en réalité. En ce moment, piégée dans les embouteillages infernaux de la région, Valérie n'était pas la redoutée magistrate qui faisait trembler les politiciens corrompus et les narcotrafiquants d'un coup de marteau. Elle était simplement Valérie, la grande sœur qui tenait une promesse. À ses côtés, Chloé, sa sœur cadette, était un tourbillon d'énergie adolescente qui semblait immunisée contre la chaleur suffocante. Les yeux rivés sur l'écran de son portable, elle faisait défiler frénétiquement les images, montrant à Valérie des photos de robes de gala aux couleurs éclatantes. Elle se dirigeait vers le centre commercial régional de Tours, dans une mission sacrée pour toute jeune Française, trouver la robe parfaite pour sa prochaine fête de fin d'année. Pour Chloé, ce jour était le prélude d'une nuit magique. Pour Valérie, c'était une fuite désespérée de sa propre vie. C'était une évasion des dossiers interminables qui s'empilaient sur son bureau en acajou, des menaces voilées qu'elle recevait par téléphone et de l'armure invisible, lourde et froide, qu'elle devait porter chaque matin en entrant au tribunal. Aujourd'hui, Valérie s'était offert le luxe d'être invisible, d'être une parmi les millions d'habitants qui luttaient pour survivre dans la jungle de béton. Au volant se trouvait Jean, un homme de 60 ans au visage tanné par le soleil et aux mains calleuses, celle de quelqu'un qui a travaillé la terre avant de se voir obligé de conduire un taxi pour subsister. Ses yeux, reflétés dans le rétroviseur, dénotaient une fatigue ancienne, cette fatigue chronique de ceux qui vivent au jour le jour, comptant chaque euro pour mettre de la nourriture sur la table. Cependant, lorsqu'il croisa le regard de Valérie, il lui offrit un sourire chaleureux, plein de cette dignité inébranlable du peuple. « On arrive bientôt, mesdemoiselles » dit Jean d'une voix rauque mais aimable, essayant de leur remonter le moral. La climatisation du centre commercial va être une bénédiction. Excusez-moi que ma guimbarde ne refroidisse pas, mais la pièce de rechange coûte plus cher que la voiture elle-même. Valérie lui rendit son sourire, sentant une pointe d'empathie dans sa poitrine. Elle connaissait bien ce regard. Elle le voyait quotidiennement sur les visages des plaignants qui arrivaient à son tribunal, cherchant une justice que le système leur refusait souvent par manque de ressources. Jean manœuvrait le véhicule avec l'adresse de celui qui connaît chaque nid de poule et chaque ruse de la région, essayant de chercher une ouverture dans la marée de voitures. La normalité de ce moment, avec le bourdonnement de la circulation et le rire insouciant de Chloé, était un baume pour l'âme épuisée de Valérie. Mais dans un monde comme celui-ci, la paix est un luxe éphémère, fragile comme du cristal. La réalité se brisa d'un coup lorsqu'une patrouille, tous feux éteints mais avec la sirène lançant un hurlement court et agressif, leur coupa la route, obligeant Jean à freiner brusquement. Ils étaient sur une voie latérale peu fréquentée, un endroit stratégique pour les embuscades déguisées en autorité. Un contrôle improvisé. Valérie sentit son estomac se nouer. Un instinct d'alerte, perfectionné après des années à faire face au pire de la nature humaine, s'alluma dans son cerveau. Un officier de police s'approcha de la fenêtre du conducteur. Son uniforme, de taille trop petit, luttait pour contenir un abdomen proéminent, et sur son visage se dessinait une expression d'ennui mêlée à une arrogance dangereuse. C'était le sergent Stéphane Alvarez, un homme dont l'insigne brillait avec plus d'intensité que son intégrité. Il frappa la vitre avec ses jointures, un son sec et autoritaire qui fit sursauter Chloé sur son siège. « Bonjour, chef. »« Garez-vous sur le côté, contrôle de routine », ordonna Stéphane avec cette voix traînante typique de celui qui se sait maître de la situation. Jean, visiblement nerveux, obéit. Ses mains tremblaient légèrement en coupant le moteur. Le « contrôle de routine » était l'euphémisme le plus redouté par les conducteurs. Il signifiait rarement sécurité et presque toujours extorsion. « Papier du véhicule et permis, s'il vous plaît » exigea le sergent, appuyant une main sur le pistolet à sa ceinture. Un geste subtil mais chargé de menace.
Le conducteur commença à chercher précipitamment dans la boîte à gants, sortant des papiers froissés et de vieux reçus. La sueur sur son front n'était plus seulement due à la chaleur. Il tendit son permis à l'officier, mais s'arrêta un instant, le visage pâle, avant de remettre la carte grise. « Officier » commença Jean, la voix brisée par l'angoisse. « Je vais être honnête, la carte grise. J'ai payé les taxes et les droits la semaine dernière, j'ai le justificatif numérique ici sur mon portable, mais la nouvelle carte ne m'est pas encore arrivée par courrier. L'ancienne, je l'ai laissée à la maison dans mon autre pantalon. C'était un oubli de ma part, je vous le jure. » Le sergent Stéphane Alvarez prit le permis et l'examina avec un dédain répété, comme s'il tenait quelque chose de sale. Il marcha lentement autour de la voiture, donnant de petits coups de pied dans le pneu avant et passant un doigt sur le phare arrière, cherchant n'importe quelle excuse, n'importe quel défaut. « Sans carte grise, hein » dit Stéphane en revenant à la fenêtre. « Et je vois que vous avez un feu stop grillé. Les pneus sont lisses, chef. C'est grave. Le code de la route est très clair. Cela mérite la fourrière et une amende que vous ne finirez pas de payer. Nous parlons de 3 000 ou 4 000 euros plus les frais de la dépanneuse. » La panique s'empara des yeux de Jean. « Non, par Sainte-Marie, officier, » supplia l'homme en joignant les mains. « Cette voiture est mon unique source de travail. J'ai ma femme malade et 2 petits-enfants qui dépendent de ce que je gagne aujourd'hui. S'ils emmènent la voiture, nous ne mangeons pas. Je vous jure que demain matin j'irai à la préfecture avec les papiers. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Depuis la banquette arrière, Valérie observait la scène en silence, le corps rigide. L'odeur de la corruption remplissait l'air, une puanteur aigre et oppressante qu'elle connaissait trop bien. C'était un scénario qu'elle avait lu des centaines de fois dans les dossiers judiciaires. Des histoires d'abus de pouvoir contre les plus vulnérables. Mais le voir à la première personne, sentir la vibration de la peur dans l'air, c'était différent. C'était viscéral. Le sergent Stéphane Alvarez se pencha vers la fenêtre, baissant la voix sur un ton conspirateur, cette fausse camaraderie qui précède le coup. « Écoutez, mon ami, je ne veux pas vous porter préjudice. Je sais que la situation est dure pour tout le monde, dit-il en esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. La fourrière est un casse-tête, démarche, temps perdu, beaucoup d'argent. Mais nous pouvons résoudre cela d'une autre manière. Comme des gentilshommes, un arrangement plus amical ici et maintenant. » Il fit un geste universel en frottant l'index avec le pouce. « Avec 1 000 euros pour les boissons des gars, vous continuez votre chemin et il ne s'est rien passé ici. Je ferme les yeux et vous arrivez à destination. Tout le monde est content. » Jean avala sa salive. Le nœud dans sa gorge était visible. « Officier, je vous le jure sur ma sainte mère, je n'ai pas cette somme. Je commence à peine mon service. Je n'ai même pas 200 euros en poche. Je n'ai pas d'où sortir 1 000 euros tout de suite. » Le masque de sympathie du sergent s'évanouit instantanément, remplacé par une grimace de cruauté et de mépris. Il n'était plus l'officier compréhensif, il était le prédateur à qui on refusait sa proie. « Ah, non. Et qu'est-ce que tu as fait de la recette d'hier » cracha Stéphane, élevant la voix pour l'intimider. « Tu l'as dépensée en vain, ne joue pas aux pauvres malheureux avec moi. Vous tous, putain de chauffeurs, vous avez toujours une réserve. Ne me prends pas pour un imbécile. » Valérie sentit son sang bouillir dans ses veines. L'humiliation, le classisme éhonté, l'abus contre un homme qui essayait seulement de travailler honnêtement était un affront direct à tout ce qu'elle représentait. « Monsieur, l'argent d'hier était pour les médicaments de ma femme et le loyer, » dit Jean avec des larmes d'impuissance pointant dans ses yeux. « Je vous dis la vérité. Fouillez-moi si vous voulez. Je n'ai pas plus d'argent. Par pitié, laissez-moi partir. » Chloé regarda Valérie avec les yeux grands ouverts, effrayée, attendant que sa sœur aînée, cette figure d'autorité qui savait toujours quoi faire, intervienne. Mais Valérie resta immobile quelques secondes de plus, observant. Elle avait besoin de voir jusqu'où irait la pourriture. C'était un test, non pas pour le conducteur, mais pour le système qu'elle avait juré de défendre. La patience du sergent Stéphane Alvarez s'épuisa. « Tu sais quoi ? J'en ai assez de tes pleurnicheries. Sors de la voiture !» cria-t-il en ouvrant la porte du conducteur d'une tirade violente. Il attrapa Jean par le col de sa chemise bon marché et le sortit en le bousculant vers la rue.
Je vais t'embarquer pour résistance à l'autorité. Tu vas voir comment en cellule de dégrisement ton avarice va te passer. Jean, un homme âgé et fragile, trébucha et faillit tomber sur l'asphalte brûlant. Officier, je ne résiste pas, cria le vieil homme terrorisé. Et alors, cela arriva. Un son sec, comme le craquement d'une branche qui se rompt, résonna dans la rue. Stéphane, dans une démonstration de pouvoir brut et de lâcheté, donna une gifle main ouverte à Jean. Le coup fut si fort que l'homme âgé vacilla en arrière, portant la main à sa joue rougie, l'humiliation brûlant plus que la douleur physique. Ce fut le détonateur. La magistrate en Valérie, la femme qui avait dédié sa vie à la loi et à la justice, brisa ses chaînes. Ça suffit. Sa voix sortit basse, mais chargée d'une autorité si tranchante qu'elle sembla couper l'air chaud de l'après-midi. Valérie ouvrit la porte arrière et sortit du véhicule, se plantant fermement entre le sergent et le conducteur humilié. Malgré sa tenue simple, ses vieux jeans et ses sandales, elle se dressa avec une posture qui émanait le pouvoir. Stéphane se retourna, surpris par l'interruption, et la toisa de haut en bas avec un regard lascif et méprisant. « Et toi, t'es qui, ma jolie ?» demanda le sergent en lâchant un rire moqueur. « L'avocate du peuple ? Rentre dans la voiture et ferme-la si tu ne veux pas qu'il t'arrive des bricoles à toi aussi. C'est une affaire d'homme. »« Je suis une citoyenne, » répondit Valérie, soutenant le regard du policier sans ciller. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité qui aurait fait reculer n'importe quel avocat dans sa cour. « Et ce que vous venez de faire est un délit, abus d'autorité, coups et blessures, et tentative d'extorsion. L'article du Code pénal est très clair sur les fonctions de la police, et frapper un citoyen désarmé n'en fait pas partie. » L'audace de Valérie sembla amuser le sergent au début, mais la mention du Code pénal et la fermeté de sa voix commencèrent à l'irriter. Son ego, fragile et dépendant de la peur d'autrui, se sentait menacé par cette femme qui ne baissait pas la tête. « Oh, regardez la juriste !» se moqua Stéphane, s'approchant dangereusement d'elle, envahissant son espace personnel pour l'intimider. « Écoute-moi bien, espèce de traînée, ici la loi c'est moi. Dans cette rue, on fait ce que je dis. Tu crois que parce que tu connais quelques mots savants tu vas me faire peur ? Cet homme a commis une infraction administrative en oubliant un document, continua Valérie, ignorant les insultes et la proximité menaçante de l'officier. Votre devoir est de dresser la contravention correspondante, de lui remettre l'amende et de lui permettre de continuer ou, dans le pire des cas, d'appeler la dépanneuse selon le protocole. Pas de lui demander de l'argent, pas de l'insulter et encore moins de le frapper. Ça, ce n'est pas être policier, c'est être un délinquant avec un insigne. Le mot « délinquant » frappa Stéphane dans son orgueil. Son visage se tordit de colère, devenant rouge sous le soleil implacable. Il était défié publiquement devant ses subordonnés qui observaient depuis la patrouille, par une femme qu'il considérait comme inférieure. « Pour qui tu te prends pour me parler comme ça, vieille Meltou ?» grogna Stéphane, la salive sortant de sa bouche. « Je vais t'apprendre à respecter l'autorité. Je vais t'arrêter pour outrage et obstruction à la justice. » Faites-le, défia Valérie en levant le menton. Mais vous devrez expliquer à un juge pourquoi vous avez arrêté une femme pour avoir défendu un vieil homme d'une agression physique flagrante. Vous devrez expliquer pourquoi vous avez exigé 1000 € de pot de vin. La fureur aveugla le sergent. Dans une impulsion de rage primitive, alimentée par l'impunité dont il avait joui pendant des années, il leva la main et, sans y penser à deux fois, lâcha une gifle à Valérie. Le monde sembla s'arrêter un instant. Le bruit de la circulation, les klaxons lointains, tout s'évanouit. Il ne resta que la brûlure lancinante sur sa joue gauche et le goût métallique du sang, là où sa dent avait coupé l'intérieur de sa lèvre. Chloé cria depuis l'intérieur de la voiture, un cri étouffé de terreur. Jean se couvrit la bouche avec les mains, horrifié. Même Stéphane sembla reculer d'1 millimètre, surpris par sa propre violence, mais il récupéra rapidement son masque de fanfaronnade pour cacher toute trace de doute. « Ça, c'est pour que tu apprennes à ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas », beugla le sergent en la pointant d'un doigt tremblant de colère. « Maintenant, dégagez d'ici avant que je ne perde vraiment patience et que je ne vous embarque tous. Montez dans votre guimbarde et disparaissez. » Valérie porta la main à son visage, touchant la peau qui commençait à enfler. Une fureur glaciale, froide et calculatrice, s'empara d'elle, déplaçant la douleur. Cela aurait été si facile, si incroyablement facile, une seule phrase, « Je suis la magistrate fédérale Valérie Méné. »
Elle aurait pu sortir sa carte professionnelle de son sac. Elle aurait pu passer un appel et en 10 minutes ce sergent serait à genoux demandant pardon, entouré de forces fédérales. Mais elle contint l'impulsion. Elle serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Ce coup n'avait pas été seulement contre elle. C'était une attaque contre n'importe quelle femme anonyme, contre n'importe quel citoyen sans influence qui osait élever la voix dans ce pays. Si elle révélait son identité maintenant, elle gagnerait une bataille personnelle, sauverait son orgueil, mais perdrait la guerre. Ce policier n'était qu'un symptôme, un pion sur un échiquier pourri. Elle voulait le roi, elle voulait la maladie complète. Valérie regarda le sergent Stéphane Alvarez droit dans les yeux. Il n'y avait pas de larmes sur son visage, seulement une promesse silencieuse et terrifiante de destruction. « On y va, Jean » dit-elle avec un calme qui glaça le sang du conducteur. « Monte dans la voiture, Chloé. » Stéphane resta là, haletant, les regardant monter dans la vieille Renault 4. Pendant une seconde, alors que Valérie fermait la porte et le regardait à travers la vitre sale, il sentit un frisson lui parcourir le dos, une sensation inconfortable qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa misérable vie. Mais il secoua cette sensation, cracha par terre et ajusta sa ceinture, convaincu que ce n'était qu'une vieille folle de plus qu'il avait remise à sa place. Le trajet vers le centre commercial régional de Tours fut un supplice silencieux. Jean sanglotait doucement en demandant pardon encore et encore, honteux de ne pas avoir pu les défendre. Chloé, sur la banquette arrière, tenait la main de Valérie avec force, pleurant en silence avec l'innocence de son après-midi brisé par la brutalité de la réalité. Valérie regardait par la fenêtre, voyant défiler les bâtiments gris de la ville. Son esprit, cependant, était loin, traçant des plans, connectant des lois, rédigeant mentalement l'acte de décès de la carrière de cet homme et de tous ceux qui le protégeaient. La douleur sur sa joue était un rappel constant, un combustible qui alimentait sa détermination. Elles achetèrent la robe. Valérie sourit aux moments opportuns. Elle fit l'éloge de la façon dont le tissu bleu allait à sa sœur. Elle paya avec ses économies, mais à l'intérieur, elle était de glace. La disparité entre le luxe du centre commercial, avec ses sols en marbre et son air conditionné parfumé, et la violence crue qu'elle venait de vivre dans la rue, était nauséabonde. C'était la radiographie parfaite d'un pays fracturé. À la tombée de la nuit, après avoir laissé Jean avec un pourboire généreux qu'il tenta de refuser, Valérie arriva à sa maison de campagne. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain. La marque rouge des doigts du sergent était encore là. Une carte de l'injustice gravée sur sa peau. Elle enleva ses vêtements, mais ne mit pas son pyjama en soie habituel. À la place, elle chercha au fond de son armoire. Elle sortit un vieux pantalon de sport et un sweatshirt gris usé par l'usage. Demain, elle ne serait pas la magistrate impeccable. Demain, elle descendrait aux enfers de la bureaucratie, vêtue comme une de ses oubliées. Elle irait au commissariat, à la gendarmerie, et laisserait qu'on la sous-estime une fois de plus. Elle laisserait qu'ils montrent leur croc, et quand ils seraient confiants, quand ils penseraient l'avoir dévoré, elle leur apprendrait que parfois la proie a plus de venin que le prédateur. Valérie éteignit la lumière, mais ses yeux restèrent ouverts dans l'obscurité, brillant avec l'intensité d'une tempête sur le point d'éclater sur la région. La chasse commençait à peine. Le lendemain matin se leva nuageux sur la vallée de la Loire, une couche grise de brume qui semblait refléter l'état d'esprit de Valérie Méné. Elle se leva tôt, bien avant que ne sonne le réveil, le corps endolori et l'esprit en feu. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, la marque rouge sur sa joue avait évolué vers une teinte violacée, un rappel palpitant de la gifle du sergent Stéphane Alvarez. Elle toucha la blessure du bout des doigts, non par apitoiement, mais comme quelqu'un qui vérifie le fil d'un couteau avant d'entrer au combat. Chloé dormait encore dans la chambre voisine, étrangère à la tempête que sa sœur était sur le point de déchaîner. Valérie se déplaça dans la maison avec furtivité, préparant un café serré qu'elle but debout, regardant par la fenêtre vers la campagne qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de tailleur de créateur, ni de talons hauts, ni le porte-documents en cuir italien qu'elle avait l'habitude d'emmener au tribunal. Valérie fouilla au fond de ses tiroirs jusqu'à trouver ce dont elle avait besoin, un jogging gris qui avait perdu son élastique, un sweatshirt ample avec le logo délavé d'une université publique et des baskets blanches sales par l'usage. Elle ramassa ses cheveux en un chignon négligé, laissant s'échapper quelques mèches rebelles, et lava son visage sans appliquer une seule goutte de maquillage. Elle se dépouilla de ses bagues, de sa montre et de tout signe visible de statut. Quand elle eut terminé, la magistrate fédérale avait disparu.
À sa place restait une femme anonyme, une des millions de Françaises qui bataillent quotidiennement contre la bureaucratie et l'oubli. Elle sortit dans la ruée, au lieu de commander un taxi, marcha jusqu'à la gare pour prendre le TER. Le véhicule, bruyant, l'emmena qu'un vers le commissariat de police de la zone, mieux connu comme l'antenne locale chargée de la sécurité publique et des procédures judiciaires. Le voyage fut lent et étouffant, entouré de gens qui allaient à leur travail le regard perdu, mais Valérie profita de chaque seconde pour se mettre dans son rôle. Elle avait besoin de sentir la vulnérabilité, de respirer la frustration que vivait le citoyen moyen. En descendant devant le bâtiment gouvernemental, un bloc de ciment peint de couleurs institutionnelles qui s'écaillait déjà, elle sentit une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était la certitude qu'elle entrait dans la gueule du loup. L'intérieur du commissariat sentait l'humidité, le café brûlé et le désespoir. Les néons clignotaient avec un bourdonnement constant qui crispait les nerfs. Il y avait des rangées de chaises en plastique, la plupart cassées, occupées par des personnes tenant des pochettes cartonnées et au visage plein d'angoisse. Une dame pleurait en silence dans un coin. Un homme avec un bandage sur la tête discutait avec une secrétaire qui ne levait même pas les yeux de son portable. Valérie prit un ticket en papier d'une machine qui semblait n'avoir pas été nettoyée depuis des années et s'assit pour attendre. 1 heure passa, puis 2. Personne ne l'appelait. Les fonctionnaires passaient devant elle avec des dossiers en riant, parlant de football ou de ce qu'ils allaient commander pour le déjeuner, ignorant délibérément les victimes qui attendaient d'être reçues. Finalement, vers midi, une voix rauque cria son numéro depuis derrière un comptoir en bois bon marché et Versailles. Le 42, il est là ou pas? Beugla l'homme. Valérie se leva et s'approcha. Derrière le bureau, assis sur une chaise qui grinçait sous son poids, se trouvait Nicolas Garza. C'était un homme corpulent avec la chemise déboutonnée au col à cause de la chaleur et une tache de sauce sur la cravate. Il avait le regard de poisson mort, de celui qui a perdu toute empathie depuis des décennies. Nicolas tapait à 2 doigts sur un vieil ordinateur tout en mâchant un chewing-gum la bouche ouverte. « Bonjour, monsieur », dit Valérie en prenant une voix timide et soumise. « Je viens déposer une plainte. » Nicolas ne la regarda même pas. Il continua de taper comme si elle était invisible. « Plainte pourquoi ?» demanda-t-il avec réticence, entraînant les mots. « Si c'est un vol de portable sans violence, fais-le sur Internet. Ne me fais pas perdre mon temps. » Non, monsieur, ce n'était pas un vol de portable, répondit Valérie, gardant la tête basse. Hier, j'ai été victime d'un abus d'autorité. Un policier m'a arrêté sans motif, m'a insulté et m'a frappé. Il a aussi essayé d'extorquer le conducteur du taxi dans lequel je venais. Le mot « policier » fit arrêter les doigts de Nicolas sur le clavier. Lentement, il leva les yeux et la scanna de haut en bas. Il vit le vieux jogging, les cheveux décoiffés, les baskets sales. Une grimace de dédain se dessina sur ses lèvres graisseuses. Pour lui, ce n'était personne, juste une autre vieille folle voulant causer des problèmes. « Voyons, calme ton drame, la mère, » dit Nicolas en s'appuyant sur le dossier de sa chaise. « Tu dis qu'un officier t'a frappé? Tu as un certificat médical? Des témoins? Parce qu'accuser un fonctionnaire, c'est une chose sérieuse. Tu ne peux pas venir ici juste parce qu'ils t'ont regardé de travers. J'ai la marque sur le visage, monsieur, dit Valérie en montrant sa joue. Et le conducteur du taxi a aussi été agressé. Je veux seulement qu'on ouvre un dossier d'enquête pour que les caméras de sécurité de la zone soient vérifiées. C'était sur la route nationale, à la hauteur de la zone commerciale. Nicolas lâcha un rire court, sec, chargé de cynisme. Il se pencha vers l'avant, baissant la voix, envahissant son espace avec son haleine de café et de tabac. « Écoutez, ma petite dame, ici les caméras sont toujours en maintenance, vous comprenez? Ouvrir un dossier est un processus long, beaucoup de paperasse, beaucoup d'encre. Et la vérité, mes gars sont très occupés à poursuivre de vrais délinquants pour s'occuper de querelles de circulation. » Valérie le regarda dans les yeux, laissant voir un éclat de fermeté que Nicolas, dans son arrogance, ne sut interpréter. « C'est mon droit constitutionnel de dénoncer un délit, monsieur. La loi me protège. Vous avez l'obligation de recevoir ma déposition. » La mention de la loi fit s'assombrir le visage de Nicolas. Il détestait quand les pauvres se prenaient pour des avocats. « Oh, madame est instruite », se moqua-t-il en regardant un collègue au bureau d'à côté, qui lâcha un petit rire complice.
Écoute bien, ici l'obligation marche à l'essence. Tu captes? Si tu veux que j'arrête ce que je suis en train de faire, que j'ouvre le système, que j'appelle le médecin légiste et que je fasse bouger la police judiciaire, ça coûte. C'est 500 € pour l'ouverture du dossier et 500 autres pour les boissons des gars qui vont aller chercher les enregistrements. Si tu n'as pas de fric, tu ferais mieux de rentrer chez toi maître de la glace et d'arrêter de gêner. La corruption était si flagrante, si quotidienne, qu'elle frappait comme une gifle physique. Valérie sentit le même feu dans l'estomac que la veille, mais cette fois elle le contrôla. « Vous me demandez de l'argent pour faire votre travail ?» demanda Valérie, élevant un peu la voix pour que les autres dans la salle entendent. « C'est de la corruption active et passive, monsieur. C'est un délit pénal. Le service public est gratuit. » Nicolas frappa la table de la paume de la main, faisant sauter une agrafeuse. Sa patience s'était épuisée. « Écoute, vieille emmerdeuse !» cria-t-il en attirant l'attention de toute la salle. « Tu ne viens pas dans mon bureau pour me dire ce qui est un délit ou pas. Pour qui tu te prends? La propriétaire des lieux? Dégage d'ici avant que je ne te coffre pour trouble à l'ordre public et outrage à agent. Sors. Je ne partirai pas sans ma plainte, insista Valérie, plantée comme un chêne face à la tempête. Nicolas devint rouge de colère. Il se leva de sa chaise, imposant et agressif. Ah non? Pérez, Gomez, cria-t-il à deux policiers qui somnolaient sur un banc. Sortez cette folle d'ici. Si elle résiste, passez-lui les menottes et mettez-la en cellule un moment pour qu'elle redescende sur terre. Les deux policiers se levèrent avec réticence, ajustant leur ceinture, et commencèrent à marcher vers Valérie avec cette lenteur menaçante des prédateurs qui savent que la proie n'a pas d'échappatoire. Valérie ne recula pas. Elle les regarda s'approcher, calculant le temps. Elle savait qu'elle avait des secondes. Compris, monsieur Nicolas Garza, dit Valérie d'une voix douce, presque sucrée, qui contrastait terriblement avec la tension du moment. Vous avez rendu votre position très claire. Vous refusez de recevoir la plainte et exigez un pot de vin sous la menace de la prison. Nicolas sourit, victorieux. C'est ça. Et fais ce que tu veux. Ici, c'est moi qui commande. Valérie fit demi-tour et marcha vers la sortie, esquivant les policiers qui tendaient déjà les mains pour l'attraper. Elle sortit dans la rue, où l'air frais frappa son visage, nettoyant la puanteur de la corruption. Elle ne fuit pas. Elle s'arrêta juste sur le trottoir, sortit un téléphone portable de dernière génération qu'elle avait gardé caché dans la poche de son sweatshirt et composa un numéro privé. Sa posture changea radicalement. Les épaules voûtées se redressèrent. La voix timide disparut, remplacée par le ton d'acier qu'elle utilisait pour dicter des sentences de 30 ans. « Je suis la magistrate fédérale Valérie Méné, dit-elle au téléphone, claire et précise. J'ai besoin de l'inspecteur général, le docteur Elizalde. Tout de suite. C'est un code rouge au commissariat de la zone 3. J'ai un flagrant délit de corruption, abus d'autorité et refus de service. Je veux une unité des affaires internes et le soutien de la gendarmerie nationale sur place. Je suis à la localisation. » Elle raccrocha le téléphone et attendit. Les minutes passèrent lentement. À l'intérieur du commissariat, Nicolas l'avait probablement déjà oublié, retournant à son sandwich et à son impunité, riant de la folle qui avait osé le défier. Il n'avait aucune idée que le sablier de sa carrière venait de se briser. 10 minutes plus tard, le son des sirènes coupa l'air. Ce n'étaient pas les sirènes fatiguées des patrouilles locales, c'étaient des sirènes puissantes, urgentes. 3 fourgons noirs blindés avec les sigles du ministère de la Justice et de la gendarmerie freinèrent sec devant l'entrée. Des hommes et des femmes avec des gilets tactiques, visages couverts et armes longues en descendirent. À la tête du groupe marchait un homme grand au costume impeccable et aux cheveux grisonnants, le docteur Elizalde, le redouté inspecteur général connu pour être implacable avec la corruption interne. Elizalde vit Valérie sur le trottoir, vêtue de ses vieux vêtements, et acquiesça avec un profond respect. Il n'avait pas besoin de mots. Il lui fit un signe pour qu'elle le suive. Valérie entra de nouveau au commissariat, mais cette fois elle n'était pas seule. Elle entrait flanquée par la force d'élite de l'État. Le silence tomba sur la salle d'attente comme une dalle de plomb. Les policiers qui somnolaient auparavant se mirent debout d'un bond, pâles comme du papier. Les secrétaires arrêtèrent de taper. Nicolas Garza leva les yeux, agacé par le chahut. Mais quel bordel!
commença-t-il à crier, mais la phrase mourut dans sa gorge quand il vit les agents fédéraux se déployer dans la salle bloquant les sorties, et ensuite il vit le docteur Elizalde et à côté de lui la vieille folle au basket sale qui maintenant le regardait avec une expression qui lui glaça le sang. « Monsieur Nicolas Garza », tonna la voix du docteur Elizalde résonnant sur les murs sales. « Vous êtes en état d'arrestation immédiate. » Nicolas se leva en tremblant, renversant sa boisson sur le bureau. « Moi, arrêtez. »« Pourquoi, docteur Elizalde ? Il doit y avoir une erreur. Cette femme est une agresseuse. Elle est venue causer des problèmes. » Valérie fit un pas en avant, enleva l'élastique de ses cheveux, laissant sa chevelure tomber sur ses épaules, et se redressa de toute sa hauteur. Il n'y avait plus trace de la victime effrayée. « Je ne suis pas une agresseuse, monsieur, » dit Valérie, sa voix résonnant avec une autorité qui fit reculer Nicolas jusqu'à heurter le mur. « Je suis la magistrate Valérie Méné du tribunal de grande instance. Et vous venez d'essayer de m'extorquer, de me refuser l'accès à la justice et d'ordonner ma détention illégale. Tout cela devant témoins et, j'ai le regret de vous dire, enregistré en audio depuis le moment où je suis entré. » La couleur quitta le visage de Nicolas si vite qu'on aurait dit qu'il allait s'évanouir. Ses genoux s'entrechoquèrent. « Magistrate. » balbutia-t-il les yeux exorbités. « Je ne savais pas. Je vous jure que je pensais que c'était. Que c'était une citoyenne ordinaire. Que c'était quelqu'un sans pouvoir que vous pouviez piétiner, » l'interrompit Valérie, implacable. « C'est précisément le problème, Garza. La loi ne distingue pas entre une magistrate et une femme au foyer, mais vous oui, et aujourd'hui cette distinction va vous coûter votre liberté. » Menottez-le, ordonna Elizalde. Deux agents fédéraux sautèrent par-dessus le comptoir, attrapèrent Nicolas, lui tordirent les bras dans le dos et lui passèrent les menottes avec un cliquetis métallique qui sonna comme une musique céleste pour les personnes qui attendaient dans la salle. Nicolas pleurnichait en suppliant pour sa famille, pour sa retraite, pour pitié. « Emmenez-le, ordonna Valérie. Et sécurisez tous les ordinateurs et registres. Je veux un audit complet de cette agence. Si cet homme faisait payer les plaintes, je veux savoir qui d'autre recevait cet argent. » Pendant qu'ils emmenaient Nicolas traînant les pieds, les gens dans la salle d'attente commencèrent à murmurer et ensuite, timidement, quelqu'un commença à applaudir. Bientôt, toute la salle applaudissait. Une ovation spontanée de gens qui, depuis des années, étaient ignorés et maltraités. Valérie sentit un nœud dans la gorge, mais ne se permit pas de se détendre. Ce n'était que le début. À ce moment de chaos contrôlé, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Un homme entra en sifflant avec l'uniforme de la police mal ajusté et un cure-dent à la bouche. C'était le sergent Stéphane Alvarez. Il portait un sac en plastique avec des sandwichs et des boissons, probablement achetés avec l'argent des extorsions du matin. Stéphane s'arrêta net en voyant la scène, les agents fédéraux, le personnel des affaires internes fouillant les archives et son ami, Nicolas Garza, étant escorté vers la sortie les menottes au poignet. Son cerveau mit quelques secondes à traiter l'information. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Stéphane en l'air, confus, le sac de nourriture pendant à sa main. « Nicolas ?» Alors ses yeux se posèrent au centre de la pièce. Il vit l'homme en costume, le docteur Elizalde, qu'il reconnut vaguement des photos officielles, et à côté de lui il vit la femme au vieux jean et au sweatshirt gris, la femme qu'il avait giflé la veille sur la route, la femme qu'il avait averti avec un calme terrifiant qu'il regretterait. Valérie se tourna lentement vers lui. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce pleine de monde. Le sergent Stéphane Alvarez sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le cure-dent tomba de sa bouche. Le sac de sandwich glissa de ses doigts et frappa le sol avec un bruit sourd. « Sergent Stéphane Alvarez, » dit Valérie, sa voix douce mais audible dans le silence soudain. « Quel bonheur que vous arriviez. Nous vous attendions. » La réaction de Stéphane fut instinctive, animale. La peur le frappa comme un train. Il vit le piège se refermer autour de lui. Il vit sa vie défiler devant ses yeux. L'insigne, l'argent facile, le pouvoir, tout disparaissant en un instant. « C'est la vieille folle !» cria Stéphane, tentant une défense désespérée, montrant Valérie d'un doigt tremblant, essayant de récupérer le récit, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. « Docteur, cette femme est une délinquante. Hier, elle a agressé un officier. J'ai été la victime. Elle a provoqué tout ça.
Le docteur Elizalde se tourna vers Stéphane avec un regard de profond dégoût. « Vous êtes le sergent Stéphane Alvarez ?» demanda l'inspecteur. « Oui, monsieur, et je viens dénoncer cette femme, » mentit Stéphane en suant à grosses gouttes. « Elle est dangereuse. »« Curieux, » dit Elizalde en faisant un pas vers lui. « Parce que la description que j'ai d'un officier qui a frappé une femme désarmée et un vieil homme correspond parfaitement à vous. Et cette femme que vous appelez délinquante est une magistrate fédérale qui est ici pour s'assurer que vous ne portiez plus jamais un uniforme de votre vie. » Le mot « magistrate » frappa Stéphane avec la force d'un marteau. Ses jambes flanchèrent. Il regarda Valérie cherchant une trace de doute, un indice que ce soit une blague, mais il ne trouva que des yeux sombres, profonds et justiciers, qui le regardaient sans ciller. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Stéphane en reculant vers la porte. C'était juste une petite gifle, juste pour qu'elle se calme. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas à qui vous vous en preniez, dit Valérie en avançant vers lui, pas à pas comme une marée inéluctable. Mais ce n'était pas votre erreur, sergent. Votre erreur a été de croire que votre insigne vous donnait le droit de blesser les gens. Votre erreur a été de penser que la justice dans ce pays était morte. J'ai des nouvelles pour vous. Nous respirons encore. Stéphane regarda vers la porte ouverte, la liberté à seulement quelques mètres. L'instinct de fuite se déclencha dans son cerveau reptilien. Il fit demi-tour pour courir, mais 2 agents de la gendarmerie étaient déjà derrière lui, bloquant la sortie comme 2 tours de béton. « N'essaie même pas, sergent, » avertit l'un des agents. Stéphane se retourna de nouveau vers la salle, acculé, le souffle court. Il était seul. Nicolas n'était plus là. Ses alliés avaient disparu. Il ne restait que lui et la femme à la joue marquée. « Arrêtez-le » ordonna Valérie. Pour abus d'autorité, coups et blessures, corruption et crime organisé. Pendant que les agents se jetaient sur Stéphane, qui commença à crier et à gigoter comme un enfant capricieux, Valérie sentit que le poids sur sa poitrine s'allégeait un peu. Mais en voyant comment il traînait le policier corrompu, son portable vibra dans sa poche. C'était un message texte d'un numéro inconnu. Valérie le sortit et lut l'écran. Le monde s'arrêta de nouveau. Joli spectacle, magistrate. Félicitations pour avoir attrapé les petits poissons, mais faites attention, parfois quand on nettoie les ordures, on débouche les égouts où vivent les vrais rats. Et nous savons où habite votre sœur Chloé. Et maintenant le monstre connaissait son nom et le pire de tout, il savait quel était son point faible. La chasse commençait à peine et Valérie Méné venait de devenir la proie. Le portable dans la main de Valérie Méné se sentait comme un morceau de glace brûlante, vibrant avec la malice du message qu'elle venait de recevoir. Ses yeux relisaient la menace sur l'écran illuminé. Nous savons où habite votre sœur Chloé. Le brouhaha du commissariat, maintenant converti en une fourmilière d'agents fédéraux et d'experts légistes, sembla s'évanouir dans un bourdonnement lointain. Le triomphe d'avoir arrêté Nicolas Garza et le sergent Stéphane Alvarez se dissolut instantanément, remplacé par une terreur froide et visqueuse qui s'installa dans son estomac. Ce n'était pas de la peur pour elle-même. Valérie avait vécu sous la menace depuis qu'elle avait assumé sa charge dans le pouvoir judiciaire. C'était la peur paralysante de savoir que sa croisade pour la justice avait mis une cible dans le dos de la seule personne qui comptait pour elle dans ce monde. Le docteur Elizalde, l'inspecteur général, remarqua la pâleur soudaine sur le visage de la magistrate. Il s'approcha d'elle en contournant un groupe d'agents qui emballaient des boîtes avec des dossiers corrompus. Sa présence était solide, un rocher au milieu du chaos, mais même lui semblait fatigué, avec les rides d'expression marquées par des années à mener une guerre qui se gagnait rarement. « Magistrate, il se passe quelque chose ?» demanda Elizalde en baissant la voix pour ne pas alerter les autres. Son ton était d'une inquiétude sincère, celle d'un collègue qui reconnaît le regard de quelqu'un qui vient de voir l'abîme. Valérie verrouilla l'écran du portable et le rangea dans la poche de son vieux sweatshirt, respirant à fond pour contrôler le tremblement de ses mains. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Maintenant, si ces monstres sentaient le sang, ils attaqueraient avec plus de force. C'est une réaction, docteur. Le système immunitaire de la corruption commence à répondre, dit Valérie forçant un calme qu'elle ne ressentait pas. Je viens de recevoir une menace directe contre ma famille. Ils savent qui je suis, ils savent où j'habite et ils savent que ma sœur est mon point faible. Nicolas et Stéphane n'étaient pas des loups solitaires, c'étaient les chiens de garde de quelqu'un de beaucoup plus puissant. Elizalde acquiesça gravement, regardant autour du bureau démantelé,
avec ses murs tachés et l'odeur rance de bureaucratie pourrie. Je le craignais. Une opération d'extorsion aussi éhontée, en plein jour et sur une route principale comme la nationale, ne fonctionne pas sans protection d'en haut. Ces types envoyaient une quote-part hebdomadaire vers le haut. Nous avons coupé un tentacule, Valérie, mais la tête de la pieuvre reste intacte et elle est sûrement furieuse. Et bien qu'ils enragent, répondit Valérie récupérant le feu dans son regard. Je ne reculerai pas, mais j'ai besoin de vous demander une faveur personnelle, docteur. J'ai besoin d'une protection discrète pour ma sœur. Pas de patrouille marquée qui attire l'attention, mais des agents en civil de votre entière confiance. Elle ne sait rien de tout ça et je veux que cela reste ainsi. Si elle l'apprend, elle vivra dans la peur et je ne permettrai pas qu'on lui vole sa tranquillité. Considérez que c'est fait. Je déplacerai ma meilleure équipe de surveillance tout de suite, promis Elisald. Pendant ce temps, nous devons sécuriser cet endroit. Mes hommes trouvent des choses intéressantes dans le bureau de Nicolas. Des livres de comptes informels, des listes de plaques de taxis protégées, des emplois fictifs. Il semble que cette agence était une succursale bancaire pour le crime organisé. Avant que Valérie ne puisse le remercier, un cri alarmé résonna depuis le couloir qui conduisait aux archives générales au sous-sol du bâtiment. C'était une voix chargée de panique qui fit que tous les présents dégainèrent leurs armes par instinct. De l'eau. Ça s'inonde. À l'aide, vite. Valérie et Elisald coururent vers le couloir étroit. En arrivant aux escaliers en béton qui descendaient aux archives, l'odeur les frappa avant la vue. Une puanteur nauséabonde d'eaux usées et d'humidité concentrée. Le son de l'eau courant sous pression, comme une cascade souterraine, noyait les voix des agents. En se penchant, ils virent une scène de cauchemar. Le sous-sol, où étaient stockés des décennies de dossiers papier, de dossiers d'enquête, de preuves physiques et de plaintes citoyennes, se remplissait rapidement d'un liquide sombre et pestilentiel. Un tuyau principal de drainage, gros comme le tronc d'un arbre, avait été éventré. Ce n'était pas une fracture par usure. Le métal était tordu vers l'extérieur, comme s'il avait été violenté avec une barre d'acier ou détruit avec une petite charge. L'eau sale jaillissait avec violence, trempant les étagères en métal oxydé. Les dossiers, l'unique espoir de justice pour des milliers de victimes, se défaisaient en une pulpe grisâtre sous leurs yeux. Merde, cria Elisald en descendant quelques marches, mais l'eau lui arrivait déjà aux chevilles. Fermez la vanne d'arrêt, apportez des pompes d'extraction. C'était du sabotage, s'exclama Valérie voyant comment une boîte marquée « Homicide 2018 à 2020 » flottait à la dérive se dissolvant dans la boue. Ils savaient que nous venions pour les registres. Ils savaient que dans ces papiers se trouvaient les noms de leurs chefs. Ce n'est pas un accident, Elisald, c'est une destruction d'archives. En temps réel, des agents tentaient de sauver ce qu'ils pouvaient, formant une chaîne humaine pour sortir des boîtes trempées, mais les dégâts étaient catastrophiques. L'histoire criminelle de la zone, les preuves contre violeurs, voleurs et assassins, s'effaçaient avec l'efficacité brutale d'une inondation provoquée. Valérie sentit une impuissance amère. C'était la corruption dans son expression la plus cynique. Si tu ne peux pas acheter la loi, tu détruis la preuve. Alors que le chaos régnait au sous-sol, le portable de Valérie sonna à nouveau. Cette fois ce n'était pas un message, mais un appel. Le numéro apparaissait comme inconnu. Son intuition lui cria de répondre. Elle fit signe à Elisald de garder le silence et sortit dans la cour arrière de l'agence, où l'air était un peu plus propre, bien que chargé de la tension électrique de l'après-midi. « Allô » dit Valérie, sa voix ferme. « Maître Méné, ou devrais-je dire magistrate ?» La voix à l'autre bout était douce, éduquée, avec ce ton condescendant et velouté typique de la classe politique aisée de la ville. Elle ne sonnait pas comme un criminel de rue, elle sonnait comme quelqu'un qui buvait du whisky cher dans des bureaux huppés. Quel après-midi agité vous avez eu. Je regrette beaucoup l'incident hydraulique à l'agence. L'infrastructure de cette région est aussi fragile que tant d'autres choses. Valérie sentit un frisson. Elle reconnaissait cette voix. Elle l'avait entendue dans des interviews radio, dans des discours sur la main de fer contre le crime. C'était Armando Siqueira, le directeur de la sécurité publique de la région. Un homme intouchable, avec des aspirations politiques, connu pour ses costumes impeccables et son sourire de requin. Directeur Siqueira, répondit Valérie sans prendre la peine de cacher son mépris. Je ne savais pas que vous vous chargiez personnellement de la plomberie des commissariats, bien qu'à bien y penser, cela a du sens.
Vous êtes expert pour gérer la merde qui coule dans les tuyaux du système. Un rire bref et sec se fit entendre à l'autre bout. Vous avez un vocabulaire très fleuri pour être une dame de la justice, magistrate. Mais allons droit au but. Ce que vous avez fait aujourd'hui était théâtral, très courageux, mais inutile. Nicolas et Stéphane étaient des éléments défectueux, des pièces rouillées qui allaient déjà être remplacées. Vous nous avez fait la faveur de sortir les poubelles, mais maintenant je vous suggère aimablement de vous arrêter. Vous avez eu votre moment de gloire, vous êtes passé aux nouvelles. Retournez à votre tribunal, révisez vos procédures et laissez la police s'occuper de la police. S'occuper ? Répliqua Valérie sentant l'adrénaline pomper dans ses tempes. Comme vous vous êtes occupé de détruire les archives il y a 5 minutes ? Comme vous vous occupez d'extorquer des chauffeurs et de frapper des femmes ? Non, directeur, ceci n'est plus une juridiction interne. En détruisant des preuves fédérales et en menaçant une fonctionnaire, vous venez d'inviter l'État à votre table et je vous assure que nous avons beaucoup d'appétit. Le ton de Siqueira changea, la douceur disparut, remplacée par l'acier froid d'une menace réelle. Écoute, Valérie, permets-moi de te tutoyer. Tu es une femme intelligente, tu as une carrière brillante devant toi et tu as une sœur, Chloé, qui étudie le design, n'est-ce pas? Une fille charmante, elle aime aller au centre commercial, prendre un café en ville. Cette région est très dangereuse. Valérie. Les accidents arrivent tout le temps. Un braquage qui tourne mal, un conducteur ivre, une balle perdue. Ce serait une tragédie qu'une jeune fille avec tant d'avenir souffre d'un accident juste parce que sa grande sœur n'a pas su quand arrêter de jouer à l'héroïne. La mention des études de Chloé et de ses habitudes fut un coup bas qui coupa le souffle à Valérie pendant une seconde. Le monde bascula. Elle voulait crier, elle voulait vomir, mais elle savait que Siqueira écoutait, attendant le son de sa peur. « Écoute-moi bien, Armando, » dit Valérie, sa voix descendant à un murmure létal. « Si quelqu'un ose toucher un seul cheveu de ma sœur, si on lui casse un ongle, il n'y aura pas de trou dans ce pays où tu pourras te cacher. Je ne vais pas te poursuivre avec le code pénal. Je vais te chasser. Je vais dédier chaque seconde de ma vie, chaque ressource et chaque faveur qu'on me doit pour m'assurer que tu passes le reste de tes jours à pourrir dans une cellule sans fenêtre. Tu m'as comprise? Ce n'est pas une menace, c'est une sentence anticipée. » Il y eut un silence tendu à l'autre bout de la ligne. Siqueira n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi. Le cimetière est plein de courageux, magistrates. Tic-tac. Le temps court. L'appel se coupa. Valérie resta à regarder le téléphone, la respiration agitée. Elle se sentait piégée dans un cauchemar surréaliste. Elle devait rentrer chez elle. Elle devait voir Chloé, la toucher, s'assurer qu'elle était réelle et qu'elle allait bien. Elle retourna à l'intérieur de l'agence. Élisal donnait des ordres en criant, essayant de sauver les serveurs informatiques qui, selon ce qu'on l'informait, avaient été attaqués par un virus à distance simultanément à l'inondation. C'était un effacement total. « Docteur, je dois partir, » dit Valérie en l'interrompant. « J'ai besoin d'être avec ma famille. » La menace est venue d'en haut. C'était Siqueira. Élisal ouvrit les yeux de surprise. Siqueira était un poids lourd. L'accusé sans preuve physique était un suicide professionnel, mais le regard de Valérie lui disait qu'elle ne mentait pas. « Allez-y, magistrate. Mes hommes vous escorteront jusqu'à la porte de votre maison. Restez enfermés. Nous tenterons de récupérer ce que nous pourrons de ce désastre. » Le voyage vers sa maison de campagne fut une torture psychologique. Valérie était sur la banquette arrière d'un fourgon blindé du ministère, regardant par les vitres teintées. Chaque moto qui s'approchait lui semblait être un tueur à gages. Chaque voiture aux vitres sombres lui semblait une menace. La vallée de la Loire, qu'elle aimait et défendait, s'était transformée en un territoire hostile, un labyrinthe où les monstres portaient cravate et insignes. En arrivant à son immeuble, elle remercia les gardes du corps et monta les escaliers en courant. En ouvrant la porte, l'odeur douce et réconfortante de chocolat chaud et de pain frais la frappa, un contraste si violent avec la puanteur du sous-sol inondé qu'elle faillit pleurer. « Valérie, c'est toi ?» La voix de Chloé vint de la cuisine. Chloé sortit avec un sourire radieux, tenant une tasse fumante. Elle portait son pyjama en flanelle et avait l'air si innocente, si étrangère à l'obscurité qui l'entourait, que le cœur de Valérie se brisa. « Tu es rentrée super tard », reprocha Chloé affectueusement.
J'ai vu les nouvelles sur Twitter. Ils disent qu'il y a eu une opération géante dans un commissariat. Tu as eu quelque chose à voir avec ça? On aurait dit un film d'action. Valérie laissa son sac par terre et serra sa sœur avec une force désespérée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Chloé se tendit de surprise, mais lui rendit ensuite l'étreinte, confuse. Et, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Tu trembles? Dit Chloé en lui caressant le dos. Tout va bien au travail? Valérie se sépara forçant un sourire qui lui fit mal à l'âme. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Elle ne pouvait pas lui dire « Un politicien corrompu veut te tuer pour que j'arrête d'enquêter. » Oui, tout va bien, la puce. Juste beaucoup de stress. C'était une journée difficile. Ces cas de corruption sont épuisants, mentit Valérie, acceptant la tasse de chocolat que Chloé lui offrait. Merci de m'avoir attendu. Elles s'assirent sur le canapé essayant de récupérer une normalité qui n'existait plus. Alors que Chloé parlait avec animation de ses cours de design et des robes de fin d'année, le portable de Valérie vibra à nouveau dans sa poche. Ce n'était pas le numéro de Sikera, c'était un autre numéro inconnu. Valérie s'excusa et alla sur le balcon pour répondre, fermant la porte-fenêtre derrière elle. L'air de la nuit était frais. Oui, magistrate Méné. La voix était jeune, masculine et tremblait visiblement. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas avec les méchants. Qui est à l'appareil? Demanda Valérie sur la défensive. Je suis l'officier Lucas. Lucas. Je travaille. Je travaillais à l'agence avec Nicolas et Stéphane. J'étais celui qui était à l'accueil quand vous êtes arrivé hier en civil. J'ai tout vu. Valérie se souvint du jeune policier qui avait évité son regard. Le seul qui semblait ressentir de la honte au milieu de tant d'impudeur. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Si c'est un piège, je t'avertis que je suis en train de tracer cet appel. Non, ce n'est pas un piège. Je vous le jure sur ma mère. Écoutez, je ne suis pas comme eux. Et comme mon père était un policier honnête, ils l'ont tué il y a 5 ans pour ne pas avoir voulu recevoir d'argent de la drogue, je suis entré dans la police pour l'honorer, mais je me suis retrouvé dans cet enfer. Si tu ne rentres pas dans le système, il te tue ou t'envoie surveiller un terrain vague. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, voir comment ils ont emmené Nicolas, ça m'a donné de l'espoir. Le garçon pleurait. Valérie baissa légèrement sa garde. Pourquoi tu m'appelles, Lucas? Tu es en danger s'ils te voient parler avec moi. Je sais, mais ils sont en train de tout effacer. L'inondation n'était que le début. Ils brûlent les serveurs de sauvegarde. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer si vite. Sikera et Nicolas ont une caisse noire, ce n'est pas dans le système, c'est physique. Ils gardent le liquide, la drogue saisie qu'ils revendent et les vrais livres de compte dans un entrepôt clandestin. Valérie sentit son cœur faire un bond. C'était la preuve dont elle avait besoin, la preuve tangible qu'il irait l'argent sale directement à Sikera, quelque chose que même le meilleur avocat ne pourrait rejeter. Où est cet entrepôt? Demanda Valérie en serrant le téléphone. Dans la zone industrielle d'Orléans. C'est un vieil entrepôt de pièces automobiles. Ils l'appellent l'atelier. Ce soir, ils vont tout bouger. Ils vont vider l'endroit pour faire disparaître la trace. Si vous voulez les attraper, ça doit être ce soir. Tu peux m'y emmener? C'est de la folie, magistrate. Ils vont être armés jusqu'aux dents. Sikera a envoyé ses groupes spéciaux. Ce sont des tueurs avec un insigne. C'est la seule chance que nous ayons, Lucas. S'ils bougent ça, Sikera gagne. Et s'ils gagnent, toi et moi sommes des hommes morts de toute façon. Tu vas m'aider ou non? Il y eut une longue pause. Valérie pouvait entendre la respiration agitée du jeune policier. C'est d'accord, dit-il finalement, mais nous ne pouvons pas y aller en patrouille. Il nous verrait à des kilomètres. Retrouvez-moi au monument aux morts, à l'arrière, dans une demi-heure. Venez seul. Si je vois des fédéraux, je disparais. Je ne fais confiance à personne d'autre. Valérie raccrocha. Elle regarda vers l'intérieur de l'appartement. Chloé choisissait un film à la télévision, Étrangère au danger. Valérie savait qu'aller à cet entrepôt était pratiquement un suicide.
C'était se jeter dans la gueule du loup sans armure. Mais si elle ne le faisait pas, la menace sur Chloé ne disparaîtrait jamais. Siqueira serait toujours là, à attendre. Elle devait couper la tête de la pieuvre cette nuit même. Elle appela Elizalde. « Docteur, j'ai une localisation, l'endroit où il garde l'argent et les registres physiques. Zone industrielle d'Orléans. » « Je vais mobiliser la troupe, » répondit Elizalde immédiatement. « Non, mon informateur dit que s'ils voient un mouvement policier ils avortent et brûlent tout. Je dois y aller en premier, m'infiltrer ou confirmer la présence du matériel. Vous devez rester à distance, un périmètre de 3 km. Entrez seulement si je vous donne le signal ou si mon traceur s'arrête plus de 10 minutes. Valérie, c'est de la folie. Siqueira n'hésitera pas à vous tuer. C'est le seul chemin, Elizalde. Faites-moi confiance. Tracez mon téléphone. Si ça tourne mal, prenez soin de Chloé. Valérie entra dans l'appartement, prit les clés de sa voiture et donna un baiser sur le front de sa sœur, contenant l'envie de pleurer. « Tu sors encore ?» demanda Chloé déçue. « Mais il fait déjà nuit. Quelque chose d'urgent a surgi, une urgence avec un dossier. Je promets que demain on prend notre journée toutes les deux. Ferme à double tour et n'ouvre à personne. Compris ? À personne. C'est bon, chef, plaisanta Chloé en faisant un salut militaire. Fais attention à toi. Cette ville est folle. Plus que tu ne le crois, murmura Valérie. Elle sortit dans la nuit froide. La circulation avait diminué, mais la ville ne dormait jamais. Elle conduisit jusqu'au monument aux morts, où les ombres de la structure massive se projetaient sur l'asphalte. Là se trouvait Lucas, en civil, regardant nerveusement de tous côtés. Il monta rapidement dans la voiture de Valérie. « Vous êtes prête pour ça ?» demanda le jeune homme la voix brisée. « Non, » admit Valérie en mettant la voiture en marche. « Mais on va le faire quand même. » Le trajet vers Orléans fut silencieux et tendu. Elles passèrent des avenues éclairées aux rues sombres et pleines de nids de poules de la périphérie. La ville changeait de peau, devenant plus crue, plus industrielle. Lucas la guida à travers un labyrinthe de rues sans nom jusqu'à arriver à une zone d'entrepôts abandonnés. « C'est là », indiqua Lucas vers une structure en tôle oxydée au bout d'une impasse. Il y avait une fourgonnette noire garée dehors avec le moteur allumé. Valérie éteignit les phares de sa voiture et s'approcha lentement. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle était sur le point d'envoyer le signal à Elizalde quand soudain des projecteurs puissants s'allumèrent depuis le toit de l'entrepôt, l'aveuglant complètement. Au même moment, la porte métallique de l'entrepôt s'ouvrit avec fracas. Une douzaine d'hommes armés de fusils d'assaut sortirent des ombres, encerclant la voiture de Valérie en quelques secondes. C'étaient des professionnels, tactiques. Il n'y avait pas de sortie. « Merde !» cria Lucas en se couvrant le visage. Il savait qu'on venait ? La portière passager s'ouvrit violemment et Lucas fut traîné dehors sous les coups. Valérie leva les mains, la panique luttant contre sa détermination. La porte de son côté s'ouvrit. Une figure haute, vêtue d'un costume italien impeccable qui détonnait grotesquement avec la saleté du lieu, se pencha vers elle. Le visage d'Armando Siqueira était illuminé par la lumière dure des projecteurs, montrant un sourire triomphal et pervers. « Bonsoir, magistrate, » dit Siqueira avec sa voix douce, comme s'il la recevait à un cocktail. « Je vous ai dit que cette région était dangereuse pour les personnes obstinées. Bienvenue dans mon vrai bureau. Ici il n'y a pas de juge, ni de recours, ni de droits de l'homme. Ici, la seule loi, c'est moi. » Valérie regarda les hommes armés, puis Lucas saignant au sol et, finalement, les yeux froids de Siqueira. Le piège s'était refermé. Elle était seule, désarmée et à la merci de l'homme le plus puissant et corrompu de la région. Mais alors que Siqueira savourait sa victoire, Valérie appuya discrètement sur le bouton de panique dans sa poche, priant pour qu'Elizalde soit plus près que convenu. La véritable audience venait de commencer et le verdict serait vie ou mort. L'air à l'intérieur de la voiture de Valérie Méné devint soudainement dense, chargé de l'odeur métallique de la peur et de l'ozone brûlé des puissants projecteurs qui l'aveuglaient. Dehors, les silhouettes des hommes armés se découpaient contre la lumière dure, comme des loups affamés, fermant un cercle autour d'une proie blessée. L'obscurité de la zone industrielle d'Orléans, qui seconde auparavant semblait un manteau protecteur, s'était transformée en une cage sans barreaux. Armando Siqueira, le directeur de la sécurité,
l'homme qui tirait les ficelles de la corruption, souriait avec la tranquillité d'un prédateur qui a finalement acculé sa victime. Ses yeux, froids et calculateurs comme deux pièces anciennes, se plantèrent sur Valérie, savourant le moment de son triomphe absolu. Il se délectait du pouvoir qu'émanait sa figure, de la certitude arrogante que dans ce coin oublié, entre entrepôts oxydés et rues de terre, sa volonté était la seule constitution en vigueur. À ses côtés, le jeune officier Lucas tremblait de façon incontrôlable, le visage pâle comme un fantôme sous l'éclairage artificiel. Pour lui, ce scénario représentait la fin du chemin, la même impasse qui avait probablement dévoré son père des années auparavant. Siqueira ne daigna même pas regarder le garçon. Il l'ignora comme s'il était un insecte gênant, centrant toute son attention sur la femme qui avait eu l'audace de le défier. Valérie sentait son cœur frapper ses côtes avec la force d'un marteau, mais obligea ses poumons à respirer à fond, cherchant cette froideur professionnelle qu'elle utilisait à la barre avant de dicter une sentence difficile. « Impressionnant, n'est-ce pas, magistrate » dit Siqueira, sa voix veloutée dissimulant à peine le venin qu'elle distillait. « C'est le monde réel, Valérie. Très loin de vos tribunaux climatisés, loin de vos codes pénaux poussiéreux et de vos idéaux romantiques. Ici la justice est beaucoup plus immédiate, plus efficace. Je vous ai donné une occasion en or de reculer, de retourner dans votre tour d'ivoire et de feindre que vous n'aviez rien vu. Mais vous êtes obstiné. Cet entêtement est admirable, mais létal. » Il fit un geste presque imperceptible de la main et ses hommes avancèrent d'un pas, fermant le cercle. Les armes longues se levèrent, pointant directement la poitrine de Valérie. Elle sentit le canon froid d'un pistolet se presser contre sa tempe à travers la vitre ouverte. Chaque instinct de survie dans son corps lui criait d'entrer en panique, de supplier pour sa vie, de promettre le silence en échange de sortir de là. Mais alors l'image de Chloé en sécurité à la maison mangeant un croissant et le regard désespéré de Jean. Le chauffeur de taxi humilié, lui injectèrent une force qu'elle ne savait pas posséder. La peur était toujours là, un nœud glacé dans l'estomac, mais la fureur la surpassait. « Vous avez commis une erreur, directeur, » dit Valérie, sa voix étonnamment ferme, coupant le silence tendu de la nuit industrielle. Siqueira lâcha un rire sec, bref et arrogant. « Une erreur, magistrate, s'il vous plaît, ayez un peu de dignité. Regardez autour de vous. J'ai 12 hommes armés pointant votre tête. Je contrôle la police, je contrôle les caméras de la ville, je contrôle le récit. La seule erreur ici fut la vôtre de penser que vous pouviez affronter le système et vous en sortir en marchant. Mon erreur, continua Valérie, tournant lentement la tête pour lui faire face, ignorant délibérément l'arme qui pressait sa peau. Non, mon erreur aurait été de venir jusqu'ici seul. Mon erreur aurait été de croire qu'un homme dans votre position, avec vos aspirations politiques, serait suffisamment stupide pour s'exposer de cette manière aussi théâtrale. L'un des sourcils parfaitement épilés de Siqueira s'arqua. Il était intrigué, comme un chat qui joue avec une souris qui inexplicablement décide de montrer les dents avant de mourir. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas seul? Vous croyez que ce garçon effrayé, ce traître de seconde zone, est une sorte de protection? Se moqua-t-il en montrant Lucas. Il n'est pas ma protection, il est mon témoin, dit Valérie, respirant à fond et se préparant à jouer la carte la plus risquée de sa vie. Directeur, le dispositif dans ma poche n'est pas seulement un traceur GPS. Il y a une raison pour laquelle j'ai demandé au docteur Elizalde et à son équipe de la gendarmerie nationale de se maintenir à 3 km de distance. C'est un protocole de sécurité fédérale. Siqueira cessa de sourire une seconde, écoutant avec attention. Le dispositif transmet audio et vidéo en temps réel depuis le moment où je suis sorti de ma voiture au monument aux morts, mentit Valérie avec une conviction absolue, le regardant fixement dans les yeux. C'est une transmission cryptée directe vers un serveur sécurisé du ministère de la Justice et copiée sur un cloud privé à l'étranger. Chaque mot que vous avez dit, chaque menace, les visages de vos tueurs avec un signe, tout est en train d'être enregistré et stocké en cet instant précis. Si mon cœur cesse de battre ou si le signal s'interrompt abruptement, un algorithme libère cet enregistrement vers les courriels des directeurs des 5 journaux télévisés les plus importants du pays et aux agences internationales. Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. On n'entendait que le bourdonnement des transformateurs électriques et le vent bougeant des tôles lâches sur le toit de l'entrepôt. Le sourire de Siqueira vacilla. Une graine de doute, petite mais venimeuse, fut plantée dans son esprit arrogant. C'était un bluff. Bien sûr que cela pouvait l'être, mais Valérie Méné était une magistrate fédérale respectée,
connu pour son intelligence et sa méticulosité. Était-il possible qu'elle ait eu le temps et les ressources pour organiser quelque chose d'aussi complexe? Sikera regarda ces hommes, eux aussi avaient entendu. L'homme qui tenait le pistolet contre la tête de Valérie hésita et le canon trembla légèrement contre sa peau. La loyauté de ces mercenaires se basait sur l'argent et sur la promesse d'impunité que Sikera leur garantissait. Mais être filmé en direct commettant l'enlèvement et possible exécution d'une fonctionnaire fédérale de haut niveau était une sentence de mort ou pire. Vous mentez, grogna Sikera, bien que sa voix ait perdu cette qualité veloutée et sûre. C'est une tentative pathétique de gagner du temps. Personne n'a cette technologie prête en si peu de temps. Vous voulez payer pour voir les cartes? Défia Valérie, ses yeux lançant des étincelles. Allez-y, directeur, donnez l'ordre. Envoyez vos chiens tirer. Devenez l'homme le plus recherché de France en moins de 5 minutes. Regardez vos hommes, Armando. Regardez-les bien. Ils ne sont plus aussi confiants qu'il y a un instant. Ils savent ce que signifient les sigles IGPN et GIGN. Ils savent qu'il n'y a pas de trou sur terre suffisamment profond pour se cacher. Si le gouvernement vient pour eux, vous les avez traînés dans votre propre tombe. La tension dans l'air était si épaisse qu'elle aurait pu être coupée au couteau. Les hommes de Sikera échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux baissa légèrement le fusil. La dynamique de pouvoir avait changé subtilement. Valérie avait transformé la plus grande force de Sikera, son exhibition de force brute, en sa plus grande faiblesse. À ce moment d'impasse, un son distant commença à croître dans la nuit. D'abord ce fut un murmure, puis une plainte qui s'approchait rapidement. Des sirènes, pas une ou deux patrouilles locales, mais un chœur de sirènes urgentes, graves et puissantes. Des lumières bleues commencèrent à rebondir contre les murs des usines proches, peignant les nuages bas aux couleurs de la loi, qui s'approchait comme une tempête. L'équipe du docteur Elizalde n'avait pas attendu les 10 minutes. En entendant la confrontation ou peut-être en devinant le danger, ils avaient rompu le périmètre. Ils arrivaient. Le bluff de Valérie, réel ou non, avait acheté les secondes vitales dont ils avaient besoin. La panique s'installa parmi les hommes de Sikera comme une infection rapide. La discipline de fer s'effondra. « Chef, la police arrive !» cria l'un des Sikers en reculant vers l'obscurité de l'impasse. « Taisez-vous et maintenez la position !» beugla Sikera perdant son sang-froid pour la première fois. Mais il était tard. Les premiers fourgons blindés de la gendarmerie et de l'IGPN firent irruption dans l'impasse, dérapant sur la terre meuble et soulevant des nuages de poussière. Les phares des véhicules officiels coupèrent l'obscurité, s'ajoutant aux projecteurs de l'entrepôt, créant un scénario chaotique de lumière et d'ombre. Un demi-cercle d'acier et de justice bloqua toute route d'évasion. Armando Sikera. La voix du docteur Elizalde retentit à travers un mégaphone, amplifié et autoritaire. Relâchez les otages. Vous êtes cernés. Il n'y a pas d'issue. Vos hommes se rendent. C'est fini. Plusieurs des hommes de Sikera, voyant la supériorité numérique et de feu, jetèrent leurs armes au sol et levèrent les mains, préférant la prison à une morgue. Mais Sikera était un animal acculé, un homme dont l'ego ne lui permettait pas d'accepter la défaite. La logique l'avait abandonné, remplacé par un instinct de survie vicieux. Dans un mouvement désespéré, Sikera se tourna et attrapa l'officier Lucas par le col de la chemise, le levant du sol et l'utilisant comme bouclier humain. Il sortit un petit pistolet chromé qu'il portait caché dans un étui à la cheville et pressa le canon contre la tempe du jeune policier. « Que personne ne bouge !» cria Sikera avec la voix brisée par l'hystérie et la haine. « Je l'emmène avec moi. Si quelqu'un essaie de me suivre, je lui fais sauter la cervelle ici même. Arrière !» Sikera commença à reculer vers l'entrée sombre de l'entrepôt, traînant Lucas avec lui. Valérie sortit de sa voiture les jambes tremblantes, mais se maintenant droite. Elle vit la terreur absolue dans les yeux de Lucas. Le jeune homme qui avait passé la nuit paralysé par la peur, regarda Valérie puis les fédéraux. Il se souvint de son père, le policier honnête assassiné par des hommes comme Sikera. Il se souvint pourquoi il avait rejoint la force. À cet instant, quelque chose se brisa à l'intérieur de Lucas. La peur se transforma en courage. Dans un mouvement subit et désespéré, profitant que Sikera était distrait à crier des ordres aux fédéraux, Lucas planta ses talons dans la terre et lança tout son poids vers l'arrière, déséquilibrant le directeur. Au même moment, il ouvrit la bouche et mordit la main de Sikera avec une force sauvage,
primitive. Sikera lâcha un hurlement de douleur et de surprise, relâchant la prise sur le cou de Lucas pour une fraction de seconde. Le pistolet dévia de quelques centimètres. Ce fut suffisant. Un tir sec, précis et chirurgical fit écho dans la nuit. Il ne provint pas des armes des agents qui formaient le périmètre, mais d'un tireur d'élite de la gendarmerie positionné sur le toit d'un des fourgons. La balle frappa la main armée de Sikera, détruisant le pistolet chromé et l'envoyant voler loin dans l'obscurité. Sikera tomba à genoux en criant, se tenant la main ensanglantée. Lucas s'écarta en roulant sur le sol, haletant, libre. La lutte était terminée. Le silence qui suivit fut rempli rapidement par le son de douzaines de bottes tactiques courant, d'ordres criés, au sol, main dans le dos, et le son métallique et définitif des menottes se fermant. Valérie marcha vers où Sikera gisait dans la poussière, entouré d'agents fédéraux qui le soumettaient. Le directeur de la sécurité, l'homme intouchable, n'était maintenant plus qu'un criminel blessé et vaincu, avec le costume italien couvert de terre et de sang. Il leva les yeux et trouva ceux de Valérie. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement une haine pure et distillée. « Ça ne va pas rester comme ça », siffla Sikera entre ses dents pendant qu'il le relevait brusquement. « Tu n'as aucune idée de à qui tu t'es attaqué. » Valérie le regarda de haut avec un calme qui contrastait avec le chaos de la nuit. « Je sais exactement à qui je me suis attaqué, Armando. Je me suis attaqué à un délinquant ordinaire et maintenant tu vas avoir beaucoup de temps pour y penser. Emmenez-le. » Pendant qu'il traînait Sikera vers l'un des fourgons blindés, Valérie courut vers Lucas. Le jeune officier était assis sur le pare-choc d'une patrouille, examiné par un paramédical. Il était pâle, tremblant de la décharge d'adrénaline, mais indemne. Valérie mit une main sur son épaule. « Lucas, dit-elle doucement. » Le jeune homme leva les yeux pleins de larmes de soulagement. « Je l'ai mordu, magistrate, dit-il en lâchant un rire nerveux, presque hystérique. Je n'ai pensé à rien d'autre. Je l'ai mordu comme un chien errant. »« Tu as fait ce que tu devais faire, » répondit Valérie souriant avec tendresse. « Ton père serait incroyablement fier de toi aujourd'hui. »« Je le suis, magistrate. » Le docteur Elisald l'appela depuis l'entrée de l'entrepôt ouvert. Son ton était sérieux, urgent. Valérie laissa Lucas et marcha vers l'énorme magasin. En franchissant le seuil, elle s'arrêta net. Ce que ses yeux voyaient était la matérialisation physique de la corruption qui pourrissait la ville de l'intérieur. L'endroit, un ancien atelier mécanique, était rempli, non de pièces détachées, mais d'argent. Il y avait des palettes en bois empilées avec des liasses de billets, euros et dollars enveloppés dans du plastique, formant des tours qui arrivaient presque jusqu'au toit de tôle. L'odeur était inconfondible, un mélange de vieux papier, d'humidité et d'avarice. Mais il n'y avait pas que de l'argent, il y avait des étagères métalliques pleines de livres de comptes noirs, d'ordinateurs déconnectés, de disques durs externes et de boîtes d'archives étiquetées avec des noms que Valérie reconnut immédiatement. Politiciens, juges locaux, entrepreneurs du bâtiment, leaders syndicaux. C'était la caisse noire du système. La preuve irréfutable d'une organisation criminelle qui s'était infiltrée dans les sphères les plus hautes du pouvoir de la région. L'inondation à l'agence du commissariat avait été un écran de fumée, un sacrifice mineur pour protéger ce trésor d'informations. Elisald prit un livre de comptes au hasard et l'ouvrit. Ses yeux s'ouvrirent de stupeur. « Mon Dieu, Valérie » murmura l'inspecteur. « Tout est là, paiement de salaire à des commandants de zone, pot de vin pour des appels d'offres de travaux publics, blanchiment d'argent à travers des sociétés écrans. » Sikera n'était pas seulement un corrompu, il était la banque centrale du crime dans la ville. Valérie parcourut du regard les piles d'argent et de documents. Elle sentit un mélange de nausée et de triomphe. C'était ce pourquoi ils avaient lutté, ce pourquoi ils avaient risqué leur vie. Avec cette preuve, Sikera ne sortirait pas sous caution, il pourrirait en prison et entraînerait avec lui la moitié de l'administration publique corrompue. Sécurisez tout, ordonna Valérie, sa voix résonnant dans l'entrepôt. Que pas un seul papier ne se perde. Je veux une chaîne de surveillance stricte. Personne n'entre ni ne sort sans enregistrement. Elisald, appelez la presse. Je veux que toute la France voie ça avant l'aube. Je veux qu'ils voient ce que nous avons trouvé. Les heures suivantes furent un flou d'activité frénétique. La zone fut bouclée par l'armée et la gendarmerie. Les médias arrivèrent en essaim, attirés par la rumeur de l'opération la plus grande de la décennie. Les flashs des caméras illuminaient la nuit comme des éclairs constants.
L'image de Valérie Méné sortant de l'entrepôt vêtue de ses vêtements de sport sales, le visage fatigué mais le regard ferme, entouré de montagnes d'argent saisies, fut transmise en direct dans des millions de foyers. Elle, opération main propre, comme la baptisèrent les journaux télévisés du matin, était l'exclusivité sur toutes les chaînes. La photo de Siqueira, menottée, la main bandée et le regard perdu, occupaient les unes numériques de tous les journaux. Le commissaire Nicolas Garza et le sergent Stéphane Alvarez, pourrissant dans leur cellule préventive, devinrent des notes de bas de page dans une histoire beaucoup plus grande. C'étaient les pions sacrifiés au début d'un jeu qui venait de faire tomber le roi. À l'aube, épuisée, le corps endolori et l'esprit engourdi par le manque de sommeil, Valérie put enfin rentrer chez elle. Élisald insista pour maintenir l'escorte, mais la menace immédiate avait été neutralisée. Siqueira était au secret dans une cellule de sécurité maximale. Le trajet de retour à son appartement fut surréaliste. La ville se réveillait comme n'importe quel autre jour. Les boulangeries fumaient au coin des rues. Les balayeurs nettoyaient les rues, la circulation commençait à se former, mais pour Valérie la ville semblait différente, elle semblait un peu plus légère, un peu plus propre. Elle monta à son appartement et ouvrit la porte avec précaution. Tout était silencieux. Elle entra dans la chambre de Chloé. Sa sœur dormait profondément, serrant un oreiller, la respiration tranquille et rythmique. La lumière douce de l'aube entrait par la fenêtre, illuminant son visage jeune et innocent. Valérie s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant, et sentit que les larmes qu'elle avait contenues durant les dernières 48 heures jaillissaient enfin. Chloé était en sécurité. La ville était un endroit dangereux, oui, mais cette nuit les monstres avaient perdu. Cependant, alors que Valérie essuyait ses larmes et se préparait à affronter la journée qui venait, les interviews, les interrogatoires, le procès du siècle, elle savait que la victoire n'était pas définitive. Ils avaient coupé la tête de Siqueira, mais le corps de la corruption était vaste et avait beaucoup de têtes. Elle avait gagné une bataille monumentale, mais la guerre pour l'âme du pays était éternelle. Son portable vibra une fois de plus. Valérie se tendit par instinct, mais en voyant l'écran elle sourit pour la première fois depuis des jours. C'était un message d'un numéro inconnu, mais le contenu était inconfondible. Merci, docteur. Ma famille dîne tranquille aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Jean. Une femme ordinaire avec un pouvoir extraordinaire qui avait appris de la manière la plus difficile que parfois, pour réparer un système cassé, il faut être prêt à le casser un peu plus. Et elle était prête pour ce qui viendrait ensuite. Le soleil du matin suivant ne se leva pas timidement sur la vallée de la Loire, il éclata avec une clarté blessante, illuminant les unes de tous les journaux qui pendaient dans les kiosques, de Tours à Orléans. Les images étaient granuleuses, mais inconfondables, des montagnes d'argent liquide, des liasses de dollars et d'euros empilés comme des briques d'une construction. Et au centre de tout, le visage décomposé d'Armando Siqueira, l'autrefois intouchable directeur de la sécurité, poussé vers une fourgonnette blindée les mains menottées et le regard perdu dans l'abîme de sa propre destruction. L'opération main propre n'était pas simplement une nouvelle, c'était un tremblement de terre politique qui secouait les fondations mêmes de la nation. Pour Valérie Méné, cependant, l'aube n'apporta pas de repos, mais une nouvelle sorte de bataille. Assise dans la salle de conférence du ministère, avec une tasse de café noir qui avait déjà refroidi 3 fois, elle observait le va-et-vient frénétique de procureurs, d'experts comptables et d'agents de renseignement. L'adrénaline de la nuit précédente, celle qui l'avait maintenue ferme face aux armes longues dans l'entrepôt d'Orléans, s'était évaporée, laissant à sa place une fatigue profonde qui s'infiltrait jusqu'aux os, mais elle ne pouvait pas se permettre de fermer les yeux. La capture de Siqueira n'était que le premier mouvement d'une partie d'échecs qui se jouerait dans les tribunaux, un terrain où les avocats les plus chers du pays tenteraient de transformer la preuve la plus solide en fumée. Le docteur Élisald entra dans la salle avec les manches de sa chemise retroussées et le visage gris par le manque de sommeil, mais avec un éclat de triomphe dans les yeux qu'on ne voyait pas souvent chez un serviteur de l'État. Il laissa tomber sur la table un dossier épais, si lourd qu'il fit vibrer le bois. Magistrate, ce que nous avons trouvé dans ces livres de comptes est pire que ce que nous imaginions, dit Élisald en se frottant la tempe. Ce n'était pas seulement la paix de la police corrompue. Siqueira avait la moitié de la ville dans sa poche, juge de district, inspecteur du commerce, leaders syndicaux qui contrôlent les transports publics. Il y a même des transferts vers des campagnes politiques en cours. Si nous tirons sur ce fil avec force, le tissu entier du gouvernement local pourrait se défaire. Valérie prit le dossier et l'ouvrit au hasard. Des noms connus, des noms de familles prestigieux et des chiffres scandaleux dansaient devant ses yeux.
C'était la radiographie d'un cancer qui s'était métastasé. Nous n'allons pas tirer sur le fil, Élisalde, nous allons arracher le tissu, répondit Valérie, sa voix rauque mais ferme. Je veux que tous les comptes bancaires liés à ces sociétés fantômes soient gelés avant que les banques n'ouvrent à 9 heures, et je veux Siqueira dans une salle d'interrogatoire maintenant, avant que ses avocats ne réussissent à faire annuler la garde à vue, j'ai besoin de le voir dans les yeux. Une dernière fois sans arme au milieu. La visite à la maison d'arrêt, où ils avaient transféré Siqueira par mesure de sécurité extrême, fut un voyage surréaliste. L'homme qui 48 heures auparavant menaçait de détruire la vie de Chloé, était maintenant assis sur une chaise en métal vissée au sol, vêtu d'un uniforme beige qui lui était trop grand, dépouillé de ses costumes italiens et de son arrogance. Ou du moins c'est ce que pensait Valérie. Quand elle entra dans la petite salle de béton, Siqueira leva les yeux. Sa main bandée reposait sur la table et bien qu'il eût des cernes profonds, ses lèvres se courbèrent en ce sourire de requin que Valérie avait appris à haïr. Tiens, l'héroïne du moment, dit Siqueira avec une voix qui essayait de sembler décontractée, bien qu'elle manquât de la force d'antan. Tu viens jubiler, Valérie, ou tu viens négocier? Parce que je t'assure que même si tu me tiens ici, mes amis dehors continuent d'être très puissants. C'est la France, ma chère. La prison pour des gens comme moi est seulement une pause, des vacances forcées jusqu'à ce que les eaux se calment. Valérie s'assit face à lui sans dossier, sans enregistreur, seulement elle et sa présence. Elle le regarda avec un calme qui sembla inquiéter l'ex-directeur plus que n'importe quelle menace. Il n'y a pas de négociation, Armando, et tes amis ne viendront pas. Valérie se pencha vers l'avant, appuyant les coudes sur la table froide. Tu sais ce qui se passe quand le roi tombe? Les pions courent. Depuis que ta photo menottée est sortie, 3 de tes associés principaux ont appelé le parquet, offrant d'être témoins protégés en échange d'une immunité partielle. Ils chantent, Armando. Ils racontent où tu gardes l'argent, aux îles Caïmans, qui étaient tes liens avec les trafiquants et où tu as enterré les corps des policiers honnêtes qui te gênaient. La couleur abandonna le visage de Siqueira. La mention des comptes à l'étranger et des homicides brisa sa façade d'invulnérabilité. Tu mens, siffla-t-il, mais la peur dansait déjà dans ses pupilles. Le sergent Stéphane et Nicolas Garza parlent aussi, continua Valérie implacable. Nicolas en particulier a une mémoire photographique pour les pots de vin qu'il te remettait personnellement. Tu ne sortiras pas d'ici, Armando. Ce ne seront pas des vacances. Ils vont te transférer à la prison de sécurité maximale cet après-midi même. Tu vas passer les prochaines décennies dans une cellule de 3 par 3 sans voir le soleil, sans tes costumes, sans ton pouvoir. Et la seule chose qui t'accompagnera sera le souvenir que tu as été abattu non par une armée, mais par une femme que tu as sous-estimée, parce que tu as cru que tu pouvais l'intimider par la peur. Siqueira resta silencieux, la bouche légèrement ouverte, traitant l'ampleur de sa défaite. Valérie se leva, lissant ses vêtements simples. Elle n'avait plus rien à lui dire. En sortant de la salle, elle entendit le bruit de Siqueira frappant la table de sa main valide, un cri de frustration étouffé par les murs de béton, qui serait maintenant son unique horizon. Les jours suivants se transformèrent en semaines et la région vécut une transformation palpable. La chute du réseau de Siqueira provoqua une purge dans les institutions. Des commissariats qui avant étaient des nids de corruption furent inspectés. Des policiers qui depuis des années touchaient des pots de vin furent renvoyés ou poursuivis. Ce n'était pas une solution magique. Le crime ne disparut pas du jour au lendemain, mais l'air semblait différent. Les gens marchaient avec un peu plus de confiance, sachant que l'impunité n'était plus absolue. Au milieu de tout ce tourbillon légal et médiatique, Valérie n'oublia jamais l'origine de tout. Un dimanche après-midi, quand l'intensité des interrogatoires eut diminué, elle demanda à son escorte, maintenant réduite et discrète, de l'emmener voir Jean. La Renault 4 de Jean était garée devant une petite maison à la façade bleue avec des pots de géranium fleurissant à l'entrée. Ce n'était pas un manoir, mais on notait l'amour et le soin dans chaque détail. Valérie descendit de la voiture portant une boîte de pâtisserie d'une boulangerie célèbre de la ville. En sonnant, la porte s'ouvrit presque immédiatement. Jean, vêtu d'une chemise à carreaux propres et repassée, resta paralysé en la voyant. Ses yeux se remplirent de larmes instantanément. « Docteur. »« Enfin, magistrate » s'exclama-t-il utilisant ce terme de respect qui mélangeait admiration et affection. « Je ne peux pas croire que vous soyez là. Entrez, entrez, s'il vous plaît. C'est votre humble maison. » L'intérieur sentait le bœuf bourguignon et le pain frais. Dans le salon,
entourée de photos de famille et d'images pieuses, se trouvait la femme de Jean, une dame aimable en fauteuil roulant qui sourit en voyant Valérie, et deux petits-enfants qui jouaient par terre. Jean les présenta avec fierté, la voix brisée par l'émotion. « Magistrate, voici ma femme, Marie, et ce sont mes petits-enfants. » Il se tourna vers sa famille. « Regardez, c'est la dame dont je vous ai parlé, celle qui m'a sauvé de la prison, celle qui a affronté les monstres pour nous. » Marie prit la main de Valérie entre les siennes, des mains douces et chaudes. « Que Dieu vous bénisse toujours, ma fille. » dit la vieille dame. Mon vieux est arrivé ce jour-là en pleurant, non de tristesse, mais de foi. Vous nous avez rendu l'espoir que dans ce pays les pauvres aussi nous valons quelque chose. Valérie sentit un nœud dans la gorge. Cette gratitude, pure et honnête, valait plus que n'importe quelle reconnaissance officielle ou couverture de magazine. Ils s'assirent à table et partagèrent le pain et le café. Ils parlèrent non de loi ni de politique, mais de la vie. Jean lui raconta que grâce à la récupération de son taxi qui avait été libéré de la fourrière sans frais après l'intervention fédérale, il avait pu retourner travailler et acheter les médicaments de sa femme. La justice ne devrait pas être un miracle, Jean, dit Valérie doucement. Elle devrait être la norme. Je regrette que vous ayez dû passer par tant de peur. La peur passe, magistrate, répondit-il en la regardant avec sagesse. Mais l'exemple que vous nous avez donné, celui-là reste. Maintenant, quand je vois une injustice dans la rue, je ne baisse plus la tête. Je me souviens de vous debout face à ce policier costaud et je me dis, si elle a pu, moi aussi je dois être courageux. En se disant au revoir, Valérie sentit qu'une partie de son âme, celle qui s'était endurcie après des années à voir le pire de l'humanité dans les tribunaux, guérissait un peu. La justice n'était pas un concept abstrait écrit dans les livres, c'était la tranquillité de cette famille dînant ensemble un dimanche quelconque. De retour à sa maison de campagne, la nuit était tombée sur la région. Les lumières des bâtiments brillaient comme une mer d'étoiles artificielles. En entrant, elle trouva Chloé assise sur le tapis du salon, entourée de croquis et de tissus. Sa sœur cadette leva les yeux et sourit. Un sourire insouciant qui n'était plus teinté par l'ombre d'une menace de mort. « Tu es rentré tôt, » dit Chloé en montrant un dessin. « Qu'est-ce que tu penses de ce design pour la robe ? » J'ai changé le décolleté. Valérie enleva ses chaussures et s'assit près d'elle, sentant la fatigue agréable de celui qui a accompli une mission titanesque. Elle regarda le dessin, mais son esprit était avec l'officier Lucas. Ce matin Elisald l'avait informé que Lucas avait été accepté à l'académie de la gendarmerie avec les honneurs et avait reçu une décoration pour bravoure. Le jeune homme qui avait mordu la main de l'homme le plus puissant de la ville pour sauver sa vie et la justice avait maintenant un avenir brillant. La chaîne de corruption qui avait tué son père s'était brisée grâce à lui. « C'est parfait, Chloé, » dit Valérie en reposant la tête sur l'épaule de sa sœur. « Absolument parfait. »« Tu as l'air différente, Valérie, » commenta Chloé, laissant le crayon et la regardant avec curiosité. « Plus tranquille, comme si tu t'étais enlevé un sac à dos plein de pierres. » Valérie acquiesça lentement. « Disons que j'ai terminé un grand nettoyage que j'avais en attente, un très grand. » Chloé ne demanda pas plus. Elle savait qu'il y avait des choses du travail de sa sœur qu'il valait mieux ne pas savoir, mais elle pressentait que le monde était un peu plus sûr grâce à elle. Elles restèrent en silence profitant de la compagnie mutuelle alors que la ville dehors continuait son rythme frénétique. Valérie pensa à la gifle qu'elle avait reçue sur la route. La douleur physique avait disparu depuis longtemps et la marque sur sa peau s'était évanouie. Mais le souvenir de ce coup resterait comme un rappel constant. Ce n'avait pas été un acte de défaite, mais le catalyseur nécessaire pour se réveiller. Elle avait appris que le pouvoir réel ne réside pas dans une charge, dans un insigne doré ou dans un compte bancaire plein d'argent sale. Le pouvoir réel réside dans la capacité de dire non. Quand tout le monde attend que tu dises oui, il réside dans la dignité d'hommes comme Jean, dans le courage impulsif de jeunes comme Lucas et dans l'innocence qu'elle devait protéger chez des personnes comme Chloé. La magistrate Valérie Méné savait que la guerre n'était pas terminée. Demain il y aurait de nouveaux dossiers, de nouvelles injustices, de nouveaux Siqueira essayant de grimper au pouvoir en écrasant les autres. Mais cette nuit, alors qu'elle serrait sa sœur et regardait les lumières de la France, elle savait qu'elle n'avait plus peur. Elle avait regardé l'abîme. L'abîme lui avait rendu son regard et elle avait été la première à cligner des yeux. La corruption pouvait être un monstre à 1000 têtes, oui, mais elle avait l'épée de la loi et maintenant elle savait exactement comment l'utiliser, peu importe si elle portait une robe de magistrate ou un simple pantalon de sport et des baskets sales.
La justice, comprit-elle finalement, n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on arrache des mains de ceux qui tentent de la séquestrer. Et elle était prête à continuer de se battre dossier par dossier, bataille par bataille, jusqu'à ce que la dignité devienne une habitude.